Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer la suite de travaux dirigés. Donc, la dernière fois, la partie 1-2 s'est interrompue donc, à cause du problème d'Internet. Donc, j'ai repris une partie de la séance 1-2 et je l'ai incluse dans la partie 1-3. Donc, on continue l'analyse de Fourier des signaux des systèmes. Pour chaque cas ci-dessous, représenter le signal et trouver ses coefficients de série de Fourier. Donc on a la somme de deux cosinus avec donc l'argument 2πt et 3πt. Il faut trouver la symétrie. Ici on a le module du cosinus de πf0t. Donc c'est la sortie d'un redresseur double alternance. Ici c'est la sortie d'un redresseur simple alternance puisque c'est G, le module d'un cosinus plus un cosinus. Donc les deux signaux du cas A, ils sont périodiques avec des périodes T1 est égal à 1 et T2 est égal à 2 tiers respectivement. La période T0 de x de D, qui est la somme des deux, est le plus petit multiple commun de T1 et T2. Donc on le calcule sous cette forme-là. Donc 1 et 2 tiers. Donc pour les 2 tiers, donc je peux prendre le 1 tiers d'ici, je le mets en facteur. Donc ce sera le plus petit multiple commun de 3 et 2. Et donc, je mets en facteur commun, donc je vais avoir 3 sur 3 et 2 sur 3. Donc j'enlève le 1 tiers qui est commun, il me reste seulement 3 et 2. Donc le multiple commun des deux, c'est le 6. Donc si je divise par 3, ça me donne un 2. La représentation du signal, donc je vais utiliser un programme MATLAB qui est très simple. Donc je vais faire la période de temps, plutôt l'intervalle de temps, c'est de moins 2 à plus 2 avec des sauts de 0,1. La période, je vais la prendre égale à 2 et je vais faire le plot du cosinus de πn sur t et le cosinus de 3πn sur t. Donc il faut toujours préciser la période des signaux, quoique en théorie, donc on nous a donné, c'est le cosinus de πn. D'accord? Donc on doit préciser et à l'aide de MATLAB, on trouve une courbe comme celle-ci. On voit bien que c'est l'intervalle de temps de moins 2 à plus 2 et la période, elle est égale à 2. Donc la période étant égale à 2, de ce point à ce point-là, j'ai donc 2 et de ce point à ce point-là, donc j'ai une deuxième période qui est égale à 2. En utilisant la formule de l'air, donc le x de t, il suffit que je remplace le cosinus par des exponentielles et ce cosinus par des exponentielles. Donc ici 2πt et ici 3πt avec un j et bien sûr avec un facteur commun qui est un demi. Donc si je compare le développement en série de Fourier avec cette formule donc, de l'air, donc je vais avoir donc x de t qui s'écrit sous cette forme-là, donc c'est j depuis n sur t. Donc t, je vais ici depuis t, donc t étant égal à 2, donc je vais avoir la valeur exponentielle jπnt, d'accord? En comparant, donc je vois ici lorsque n est égal à 2 et ici lorsque n est égal à 3. Donc lorsque n est égal à 2 avec les valeurs positives et négatives, avec le n qui est égal à 3 avec les valeurs positives et la valeur négative, donc qu'est-ce que je vais avoir? Ceci, quand je fais le développement pour n égale à 2 et n est égal à 3, donc je vais trouver cette relation-là et avec un facteur 1,5. Et donc si je compare les xn, le coefficient xn, donc les exponentielles on le trouve entre les crochets et le xn c'est la valeur ici, c'est le coefficient commun qui est égal à 1,5. Les autres xn ils sont nuls, donc pour toutes les autres valeurs de n. Maintenant si je prends le redresseur double alternance, y de t c'est module du cosinus de πf0t. Si je représente le signal, donc il doit être sous cette forme-là, puisque c'est un redresseur double alternance. Donc toutes les alternances négatives vont se retrouver donc positives. Donc T0, c'est la période de cosinus,
Et T1, c'est la période. Donc, on voit ici à chaque fois que ça se répète. Donc, c'est la période de YT. Donc, cette période de Y de T, donc T1, elle est la moitié, égale à la moitié de T0. Un choix chanceux d'un signal YT1 tronqué sur un intervalle de T1 secondes est donné par. Donc, si je remplace le module du cosinus de PFT, je peux le représenter par cosinus de PF0T multiplié par la fonction recte de T sur T0 sur 2. D'accord? Donc, le 2, je peux le faire descendre ici. Et cette transformée de Fourier, on va utiliser la propriété de la modulation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le cosinus, je vais le remplacer par sa transformée ici. C'est 1 demi delta de f plus f0 plus delta de f moins f0. Le recte de t, lui, donc, puisque c'est t0 sur 2, donc ici l'intervalle, il est t0 sur 2, donc c'est le sinus cardinal de t0 sur 2, f. Maintenant, le produit ici, le produit dans le temps de deux fonctions, dans le domaine des fréquences, donc le produit il devient donc ce produit-là, ce point, il devient donc un produit de convolution dans le domaine des fréquences. Donc lorsque je multiplie deux fonctions dans le temps, leurs transformées de Fourier doivent être convoluées. Donc ça, c'est la règle générale. Donc si je développe cette convolution, donc je vais l'appliquer sur le delta, donc le sinus cardinal, et je vais avoir toujours le T0. Donc le f, il sera remplacé par f plus f0, et le f ici sera remplacé par le f moins f0, donc avec un sinus cardinal. Et il me reste toujours le sinus cardinal sous cette forme-là. Donc attention, ici, quand je fais donc ce produit de convolution ne reste plus. Hein. Donc il découle qu'avec f est égal à f0, donc les yn, c'est égal à 1 sur ty de t1, donc ce y de t1, mais on remplace le f par n sur t1 qui est égal à 2n sur t0. Donc quand je remplace ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc le f, je le remplace par le n sur t1, d'accord, qui est égal à 2n sur t0, donc je vais avoir le 2n avec le t0, donc bien sûr, ce t0, il va disparaître avec ce t0 ici. Et donc ça me fera donc 1 demi sinus cardinal 1 sur 2, sinus cardinal donc de 1 demi moins 1 2n. Le résultat ci-dessus peut être encore simplifié en utilisant la définition de la fonction sinc. Donc cette définition de la fonction sinc, donc le sinus cardinal de x, c'est sinus πx sur πx. Donc le sinus cardinal de 1 demi 2n, donc ceci c'est un x, donc ça va me faire le sinus πx, donc pi, ce sera p sur 2, 2n, donc il y a une parenthèse qui manque. Donc sur πx, donc x étant 1 demi, facteur de 2n plus 1. Donc ceci, c'est des multiples de pi sur 2, donc ce sera moins 1 à la puissance n. Et le dénominateur, il restera la même chose. Pour la même chose pour le 2n moins 1, donc en utilisant la définition du sinus cardinal, donc lorsque x est égal à 1 demi facteur de 2n moins 1, donc ça va me faire la même chose, donc un sinus pi sur 2, 2n moins 1 sur pi sur 2, 2n moins 1. Et ça me donne cette valeur-là. Donc si je rassemble ces deux, donc je vais avoir, ici attention, donc il y a une erreur, ce sinus cardinal n'existe pas, hein, parce qu'on l'a déjà introduit dans le crochet ici. On l'a multiplié par le delta de f plus f0 et delta de f moins f0. Donc le sinus cardinal étant égal à ces valeurs, donc le résultat total, donc il va me donner, donc c'est moins 1 à la puissance n, 1 sur 2n moins plus 1 et plus 1 sur 1 sur 2n moins 1. Donc on peut vérifier à l'aide de ces formules-là, donc qu'on va avoir le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc les 2 et 1 donnent le même résultat, donc l'équation 2 de tout à l'heure et l'équation 3 ici sont identiques et donnent le même résultat. Donc, en utilisant MATLAB, vous voyez, je prends un intervalle de temps
entre moins 9 et plus 9. Donc, je vais faire un premier dessin du sinus cardinal, donc, sous cette forme-là. Donc, ça, c'est l'équation 2. Et le subplot, c'est le deuxième dessin. Et je le fais avec cette formule-là. Donc, moins 1 à la puissance n sur pi, et multiplié par donc, les deux rapports. Donc, l'équation 1, je vais l'obtenir sous cette forme-là, et là, c'est la deuxième. Donc, vous voyez, j'obtiens le même résultat donc de yn avec les deux méthodes, que ce soit à l'aide du sinus cardinal ou bien à l'aide du remplacement du sinus cardinal par moins 1 à la puissance n sur pi. Donc, l'esquisse de z de t est montrée dans la page suivante. Ici, la période du signal est T0. Le signal tronqué, c'est ZT0 cosinus de pi F0 multiplié par donc, la fonction recte. Sa transformée de Fourier, ça va me donner ZT0 donc, sur 4 que multiplie donc, les deux sinus cardinales, donc F et F0. On remarque que ZTF0, il est égal à YT0 de F de l'équation 2 qu'on a montré tout à l'heure. Et donc, le Zn que je peux calculer, je vais prendre la même chose que le YT, donc c'est 1 sur T0, YT0 de F, pris aux fréquences N sur T0, et donc ça va me donner cette valeur-là. Donc tout à l'heure c'était 2 sur N0, ici c'est N sur T0. Donc comme précédemment, il y a eu une simplification possible, mais pas nécessaire en utilisant la définition de la fonction 5. Cela donne Z, donc plus ou moins 1 est égal à 1 demi. Donc le sinus cardinal, je fais la même chose, donc je vais avoir donc, moins 1 sur pi sur 2, facteur de n plus 1. La même chose pour le n moins 1, je vais avoir moins 1 pi sur 2, n moins 1. Et donc, ici, le Zn, c'est 1 sur T0, ZT0 de F pris aux fréquences n égale à N, F égale à n sur T0. Donc, ça me donne cette relation-là. Et si je représente, je vais avoir ceci. Donc, on voit bien que le Z de T, il a été, donc, en quelque sorte, j'ai pris la fonction recte donc, pour pouvoir tronquer le signal. Donc, ceci est donc le programme MATLAB que j'ai utilisé pour tracer cette fonction. Donc, ici, j'ai pris un sous-programme que j'ai appelé de signaux. Donc, attention, ici, c'est une écriture ancienne, donc ce n'est pas un échantillonnage. Donc, la fréquence, j'ai pris 1000. La période, c'est 1 sur 1000. Le nombre de points entre 0 et t, j'ai pris 1000. Et la variation de t, elle est comprise entre 0 et L-1 de t. Donc, jusqu'à 999. Donc, par pas de 1, donc l'intervalle de temps entre 0 et t par des pas de 1 sur 1000. Donc, Y, c'est le cosinus 4 pi t. Et j'ai mis ici une boucle. Donc, si le YI est négatif, alors il est mis à 0. Sinon, on va tracer la valeur de Y en fonction de t. Donc, ça, c'est le titre. Et ici, donc, c'est les labels. Donc, les labels ici, c'est temps en millisecondes. Et ici, amplitude en volts. Donc, on peut faire je crois que c'est une formule qu'on a répétée. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? La même chose, je vais tracer le Zn. Donc, il est donné sous cette forme-là à l'aide de ce programme sur MATLAB qui est assez simple à faire. Donc, les séries de Fourier généralisées, donc 14e exercice, étant donné un ensemble de fonctions orthogonales, donc je prends un certain nombre de fonctions orthogonales qui sont tout simplement des décalés de la fonction rectangulaire pour n égale 1, 2, 3 et 4. Donc on vous demande de représenter et dimensionner avec précision ces fonctions. B
trouver une approximation, donc trouver une approximation du signal rampe en utilisant les signaux dans les séries de Fourier généralisées. Donc le x de t, il est donné par cette relation-là, la fonction ramp. Donc on a un t sur t qui est valable seulement sur un intervalle entre 0, entre moins t sur 2 plus t sur 2. Donc pour le C, on vous demande de faire la même chose pour l'ensemble des fonctions orthogonales, qui sont donc ces fonctions orthogonales. Attention ici, j'ai un 2, ici j'avais un 4, hein, donc c'est pas la même chose. Ici aussi, donc depuis 2n-1 facteur de t sur 4, ici c'est 2n-1 facteur de t sur 8, et ici on a pris que le n égale à 1 égale à 2. Donc, comparer l'erreur quadratique intégrale qu'on appelle l'ISE dans les cas B et C, donc dans ces deux cas, que pouvez-vous conclure sur la dépendance de cette intégrale, cette erreur quadratique intégrale, donc avec n. Donc, l'erreur quadratique avec n, elle est définie comme étant l'intégrale sur t du module de x de t au carré dt moins n moins 1 n et c'est n x 2n. Donc ici, c'est une erreur quadratique. Donc là, c'est l'erreur, on fait la comparaison entre les deux signaux une fois dans le temps et ici, une fois donc à l'aide de l'approximation de donc à l'aide de l'approximation donc en série de Fourier. Pour le cas A, cet ensemble de fonctions orthogonales sont, donc si je prends psi 1, donc si je prends la première valeur de psi 1, donc je vais avoir t, donc 2 moins 1, ça fait 1, donc je vais avoir une fois t sur 8 sur t, et donc ça me donne ceci. Donc ici le 4, je vais le faire descendre pour avoir le t sur 4. Si je prends la valeur psi 2, donc je remplace psi 2, ici je vais avoir 4 moins 1, ça fait 3, donc ça me fait 3t sur 8, et au dénominateur, je vais avoir donc t sur 4. La même chose, 5t sur 8 et t sur 4 pour le cas 3, parce que 2 fois 3, ça fait 6, moins 1, ça fait 5. Et pour le 4, donc 2 fois 4, 8, moins 1, ça fait 7t sur 8 sur t sur 4. Donc les 4 fonctions pour n égale à 1, 2, 3, 4 sont définies donc, sous cette forme-là. Donc on les retrouve avec ces valeurs. Cet ensemble de fonctions orthogonales sont des impulsions rectangulaires d'amplitude unité, donc de largeur t sur 4, centrées donc sur t sur 8, 3t sur 8, 5t sur 8 et 7t sur 8. Elles sont espacées de t sur 4, donc elles seront adjacentes, donc l'une après l'autre, et elles vont remplir tout l'intervalle entre 0 et t. Utilisant l'expression des séries de Fourier, donc le xn c'est 1 sur Cn, l'intégrale de 0 à t, de x de t, psi n de t. D'où, donc si je trouve le Cn, donc le Cn c'est quoi? C'est le psi n de t au carré dt qui est égal à 4. Pourquoi? Parce que ici, la fonction, elle est remplacée pour avoir donc les différentes valeurs de psi n. Donc, l'intervalle, le point ici, puisqu'elles sont espacées de t sur 4, le Cn est égal à t sur 4. Je rappelle la fonction psi de n pour les différentes valeurs de n. Et x de t, c'est t sur t, la fonction rectangulaire de t moins t sur 2 sur t. Donc, si je fais ce calcul-là, donc je vais avoir 1 sur C1, l'intégrale sur t de x de t, psi 1 de t. Donc, puisque C1 c'est 4 sur t, donc je vais avoir plus C1 c'est t sur 4, je vais avoir donc 4 sur t, l'intégrale sur t, de t1 sur t
puisque c'est la fonction rampe ici, multiplié par la fonction rect qui est définie à partir de psi n. Donc c'est le psi 1 qu'on a trouvé tout à l'heure. Après calcul, qu'est-ce que je vais avoir ici? C'est une valeur qui est égale à 1 sur cet intervalle. Cette valeur aussi, elle est égale à 1, quelle que soit la valeur. Il me reste donc le t sur t. Donc le t sur t, quand j'intègre, donc ce sera t2 sur 2t. Et c'est pris entre 0 et t sur 4. Pourquoi? Parce que cette fonction-là, elle est entre t et t sur 4. Vous voyez ici, la largeur, elle est t sur 4, donc je ne prends que cette intégrale-là, donc que cet intervalle-là, entre 0 et t sur 4, ça me fait 1 sur 8. Donc après calcul, je trouve que c'est 1 sur 8. On montre de la même manière que x de 2, donc je vais remplacer avec psi 2, et bien sûr, l'intervalle cette fois-ci, c'est le deuxième intervalle, c'est entre t sur 4 et t sur 2. Donc toujours de la même fonction, puisque ici c'est des fonctions rectes. Donc ça va disparaître et il me reste seulement le t sur 2. Donc je vais avoir toujours la même chose, sauf que les bornes d'intégration, c'est t sur 4 et t sur 2. Et donc ça me fait cette valeur-là. Donc quand je fais le calcul, ça me donne donc 3 sur 8. x3, la même chose, quand je fais le calcul, je vais avoir 5 sur 8 et x de 4, je vais avoir donc 7 sur 8. La fonction rampe est approximée par donc, les trois valeurs que j'ai trouvées, 1 sur 8, 3 sur 8, 5 sur 8 et 7 sur 8. Donc ça, c'est les coefficients xn. Et les psi n, c'est psi 1, psi 2, psi 3 et psi 4 avec le temps défini entre 0 et t. Donc la fonction rampe, elle est définie avec cette forme-là. Donc la première, elle est à l'amplitude 1 sur 8. La deuxième, elle est à 3 sur 8, 5 sur 8 et bien sûr 7 sur 8. Donc la fonction rampe x de t, elle est en noir, et la fonction donc x de 4 de t, c'est ce qui est en orange. Donc on vous demande de faire la même chose avec l'ensemble des fonctions orthogonales. C'est des fonctions qui sont des impulsions rectangulaires d'amplitude d'unité de largeur tc2, donc c'est le deuxième cas, centrées sur t sur k et 3t sur 4. Donc on va trouver que x1 c'est 1 quart et x2 c'est 3 quarts. Donc l'approximation elle est montrée sous cette forme-là. Donc le KC, généralement on pouvait le refaire tout seul. Donc puisqu'on a seulement deux fonctions de base, donc qui sont donc psi 1 et psi 2, mais elles sont définies d'une façon différente que celle de x4. Pour comparer donc l'erreur quadratique intégrale dans les cas B et C, et quelles sont les conclusions à tirer à propos de epsilon 1 de cette erreur quadratique intégrale et n. Donc je vais faire le calcul donc, de cette relation. Donc l'intégrale de x de dt, ça va prendre donc t sur t, donc ça c'est la fonction rampe dt. Donc le t sur la période t, ceci est égal à 1, donc il me reste seulement le t carré sur t. Donc ce sera t3 sur 3, donc avec 1 sur t ici toujours, et ça va me donner t2 sur 3. Si je calcule les sommes des n, xn, cn, donc je vais avoir t sur 4, qui est le cn, qui est pour toutes les valeurs, et les xn, c'est ce que j'ai calculé tout à l'heure pour le x4 de t, donc c'est la somme des coefficients de psi 1, psi 2, psi 3 et psi 4 au carré. Donc si je continue ce calcul-là, donc je vais avoir le t3 sur 3 moins t que multiplie les valeurs ici, je les ai multipliées. Donc ça va me faire t2 sur 3 moins t2, t au carré sur 4, que multiplie 84 sur, et ça me fait donc une valeur de 0,25 t carré. Pour C, je fais le même calcul, donc ça va me faire t carré sur 3, t carré sur 4, puisque j'ai seulement deux coefficients. Donc je prends ce premier et ce deuxième, ça me fait 1/16e et 9/16e. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on augmente la valeur de n, l'erreur quadratique, l'erreur d'approximation epsilon n,
elle va diminuer. Donc, c'est ce qui est important. Quand la valeur de n diminue, l'approximation, elle diminue aussi. Donc, ça montre que généralement, si on fait un développement donc, beaucoup plus important avec un nombre n plus important, donc l'erreur va diminuer. Donc, ceci termine donc, ce cours. Donc, à la prochaine séance. Assalamu alaikum.